Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast SCPI sans filtre. Depuis son lancement, Remake Live affiche plus de 7% de performance avec 7,34% de TRI depuis l'origine, 7% de rendement 2025 dans un marché CPI pourtant loin d'être simple, on le sait. En parallèle, Remake a fait un choix radicalement différent avec Remake UK 2025. On va en parler. Et pour en parler d'ailleurs, je reçois aujourd'hui David Sexic, directeur général de Remake. Je suis Clément Bibert, ex-gérant de fonds SCPI aujourd'hui, CGP indépendant, co-animateur du podcast SCPI sans filtre, aux côtés d'Alexandre Juvet, associé fondateur du cabinet Épargne Pluriel. Ici, on va parler performance réelle, prise de décision, gouvernance, dette, expertise. On va discuter de tout avec David, on l'espère. À chaque fois, je prends un centimètre, à chaque fois qu'il y a une phrase de dite, il peut plus rester grand-chose. Bienvenue David, j'espère que ça va. Merci en tout cas de participer à ce podcast SCPI sans fil pour nous parler des deux SCPI de Remake, bien connus maintenant du grand public et qui vient de publier les bulletins, les résultats 2025 qui ont été très solides. Merci pour cette invitation à vous deux, Alexandre et Clément. Effectivement, donc moi je suis cofondateur de Remake Asset Management, une société de gestion qui a lancé sa première SCPI en février 2022, Remake Live, qui est notre SCPI signature, donc qui a 4 ans. Et qui marche pas mal. Et on a proposé une nouvelle offre depuis octobre, qui est une offre complémentaire à Remake Live, une offre plus focus sur un seul marché, qui est Remake UK, et on parlera effectivement des caractéristiques de cette nouvelle offre. En termes de parcours, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier d'entreprise. J'ai commencé avant ça dans une autre vie en finance de marché, où j'ai été Ok, gérant obligataire, ok, et puis après analyste action, et puis j'ai basculé dans l'immobilier un peu par hasard, totalement par hasard, en Instit, où j'ai fait 10 ans d'institutionnel, ouais, non 6 ans pardon, 6 ans de marché Instit, comme gérant de fonds Instit, et notamment sur des opérations d'externalisation de patrimoine hôtelier. Dans les années 2005-2010, c'était la grande mode. J'en ai fait pas mal, et puis après, avant de basculer sur le marché des produits grand public, qui a depuis 2010 maintenant, 15 ans. Et puis c'est un marché que j'ai jamais quitté, parce que c'est un marché que je trouve plus sympa, plus dynamique que le marché institutionnel, parce que on est benchmarké, on est comparé aux copains, il y a la pression, il faut aussi réfléchir quand on crée des fonds aux stratégies qu'on veut mettre en place, au marketing. Il faut aussi gérer le client final, gérer en B2B2C les intermédiaires que sont les conseillers en gestion de patrimoine. Donc c'est très très complet. Et c'est vrai qu'on a, je pense, un marché de l'immobilier qui s'est énormément professionnalisé ces dernières années, puisque on avait je pense que dans la tête de certains anciens, l'immobilier, c'est un peu, c'était ce qu'il y avait avec les moyens généraux dans les compagnies d'assurance, hein. Donc il y avait une petite plaque sur un immeuble avec marqué: «Cet immeuble appartient à la Mondiale, aux AGF, à X ou Y». Et puis maintenant, on gère des foncières cotées, on gère des foncières qui sont plus grosses que certaines foncières cotées, avec des réflexes de private equity, de la mise en place de dettes, de stratégies de couverture, et cetera, et cetera. Donc c'est devenu des rachats de sociétés, donc il faut savoir calculer des ANR, et cetera. Donc oui, ça s'est bien complexifié, ce qui se rapproche, je pense, le plus aujourd'hui du private equity. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de passerelles. Donc c'est un métier, moi, c'est un métier sympa qui me passionne, et je suis très accro à cette gestion des fonds, et j'ai toujours dit que j'arrêterais le jour où j'arrête de m'amuser. Tant que je m'amuse, je suis là, et le désespoir ou le bonheur au choix devant ma tête. Puis le jour où j'en ai marre parce que c'est pas drôle, je passerai la main, et puis je trouve que ça sera aussi bien comme ça. C'est vrai que souvent j'ai l'impression qu'on arrive un peu par hasard par l'immobilier, on y reste finalement, on s'y prend, on s'y attache et ça devient vite une passion. On a souvent ce retour et je l'ai moi-même vécu, donc Ça c'est m'étonne pas. C'est intéressant. c'est très complet, hein, l'immobilier, en fait. L'investissement immobilier, c'est très complet. On fait de la compta, on fait du social, on fait du juridique, on fait du financement, on fait de la fiscalité, on fait plein de trucs, donc c'est sympa. Et puis en tant qu'investisseur, ça rend addict les revenus passifs. Alors, je sais pas si c'est très passif, faut quand même aller les Alors, chercher parfois, mais en tout cas, ouais, je pense que il y a un petit côté sympa à avoir des revenus qui désensibilisent finalement psychologiquement le client au risque. Parce qu'il se dit: mmh, «Bah, j'ai mis des sous, au moins j'ai un petit retour régulièrement, donc Mmh. j'ai l'impression de perdre moins si ça se passe mal». C'est alors, sûr que je c'est pense
je pensais pas trop, aux gérants de fonds de SCPI, au niveau des revenus passifs parce que ça demande quand même, un gros travail de recherche, de sourcing, puis après d'aller chercher les loyers. Mais, c'est vrai que pour l'investisseur final, finalement, les SCPI, c'est quand même pas mal des revenus, passifs et c'est en ça où c'est, addictif, je trouve. Ouais, bien sûr. Ouais, je peux comprendre effectivement, il y a cette simplicité, cette lisibilité, dans ta classe d'actifs qui fait que c'est un investissement, régulier qu'on peut faire aussi bien côté actif, investir régulièrement, qu'au niveau passif, recevoir régulièrement des fonds. Donc, ouais, ouais, c'est vrai. Je crois que c'est plus passif côté associé que côté gérant, je Ah oui, pense. oui, côté société de gestion, Hem, ouais, mais mais je trouve que c'est un super produit et qui a été un peu bâché, hein, ces dernières années. On sait pourquoi, on va pas trop s'y attarder, mais ç ça aura eu le mérite, je pense, cette crise de faire un peu le tri sur le marché entre les bons, les moins bons, peut-être les problèmes de non-diversification ou de surcollecte peut-être, voilà qui a mis en difficulté certains acteurs. En fait, outre ça, je trouve que c'est un produit qui est quand même, très encadré, hein, par l'AMF, on le rappelle, qui demande un vrai accompagnement par un cabinet, CIF, par exemple, d'être accompagné, conseillé. Mais c'est un produit aujourd'hui qui est hyper transparent. En fait, il y a des rapports annuels, il y a des bulletins trimestriels, il y a des rapports des commissaires aux comptes et cetera. Et Alexandre le disait, je trouve que pour se constituer, du patrimoine, des revenus passifs, en fait, pour préparer sa retraite aussi, des retraites qui vont forcément diminuer. Personnellement, je trouve qu'il y a pas de meilleur produit, hein. Je trouve que c'est l'occasion de ces podcasts de le rappeler, de le remettre en avant, voilà, sans toutes les tracas de gestion qu'il peut y avoir sur l'immobilier en direct. Parce qu'il y a des professionnels, bah, comme Remake, hein, qui s'occupent de la gestion, du sourcing, de l'acquisition, des arbitrages et cetera et tout ça dans une société de gestion qui est agréée par l'AMF. ouais, c'est vrai que c'est peut-être, le produit le plus transparent. Le reporting est dingue. Le Mmh. niveau d'exigence, aussi bien, des conseillers en gestion de patrimoine qui intermédient le client final, que le client final, parce qu'il y a énormément d'affect dans l'immobilier, ça intéresse tout le monde est confronté à un moment à l'immobilier. Moi, je dis souvent que l'immobilier, c'est la seule classe d'actifs en France qui a 70 millions d'experts. Bah, c'est vraiment ça, en fait. Tout le monde a un avis. Tout le monde va vous expliquer que tout gérait mal et qu'ils auraient mieux fait ou que ci ou que ça. C'est pas grave. Ça fait partie du deal, ça fait partie de l'environnement, faut l'accepter. Et puis, on donne effectivement beaucoup d'informations sur la composition du patrimoine, sur la typologie des locataires, sur les rendements à l'acquisition, sur les comptes, et de manière très régulière, hein, puisque la loi nous impose, des bulletins alors pas trimestriels, mais semestriels. Il y a beaucoup de sociétés de gestion qui le font même en trimestriel, puisque précédemment, l'orientation imposait du trimestriel. Ils sont restés sur ce rythme qui permet d'échanger plus régulièrement avec le client, avec les intermédiaires et de faire vivre le produit finalement, au travers de cet échange, de ce lien qu'il y a entre eux, les gérants et les clients, les investisseurs. Après, c'est vrai aussi que, la contrepartie de cette transparence, c'est peut-être parfois lorsque les choses vont mal et surtout lorsque ça ces derniers temps où on a eu un petit SCPI Gate quand même depuis la remontée des taux, les investisseurs peuvent être plus nerveux, tout le monde est un peu plus nerveux, on faisait la réflexion, nous par exemple, on distribue, mensuellement les revenus. C'est un choix qu'on a fait au moment de la constitution du produit et parfois j'ai l'impression que ça pour certains, c'est moins un avantage, que pour d'autres. C'est-à-dire que la moindre variation de dividende d'un compte sur dividende d'un mois sur l'autre, tout le monde s'enflamme: «Ah ça y est, il se passe un truc, c'est horrible». Alors que quand on est en trimestriel, finalement, c'est plus facile de lisser. Donc, c'est assez, on est quand même dans un moment de marché qui est très particulier, hein. Forme de nervosité, qui est sensible, de la part des de chacun, des parties. Bon, faut vivre avec, c'est pas grave, hein. Nous, on continue à notre chemin, mais il faut surtout aussi beaucoup éduquer les gens, même si c'est très transparent, sur le Mmh. fait que, bah, c'est pas une obligation, on peut perdre de l'argent, l'immobilier, c'est cyclique, ça peut mal se passer, donc il faut avoir tout ça en tête. Ça veut pas dire qu'il va arriver un drame, c'est juste qu'il faut être conscient de, voilà, des limites, comme dans tout investissement d'ailleurs. On n'est pas sur du livret A. Et d'ailleurs, ça m'amène, une question. Ça a souvent été évoqué entre CGP, par exemple, mais, le fait il y ait pas de frais, d'entrée, est-ce que Mmh mh. ça vous inquiète par rapport à une éventuelle, sortie, vu que,
il y a moins cette barrière à l'entrée, lorsqu'on achète une SCPI. Alors il y a des garde-fous, il y a des frais qui peuvent être prélevés, sur, plusieurs années. Mais, comment, si demain il se passait quelque chose, vous voyez, la situation et vous la géreriez? Alors déjà, il y a plusieurs, alors c'est une bonne remarque, il y a plusieurs questions dans la question. Nous, c'est un modèle qu'on a inventé, en 2019 dans une autre vie avec Nicolas, Mmh. mon associé, avant d'être repris par d'autres, et on les en remercie, hein, beaucoup X, Y et puis même par nous-mêmes quand on s'est mis à notre compte finalement. C'est un modèle, auquel on croit. C'est un modèle qu'on a porté parce qu'on s'était fait, la remarque, de manière assez judicieuse, tout simplement qu'en étant gérant de ce type de produit depuis une dizaine d'années, on n'en avait pas. Tout simplement, on voulait pas payer 10 de com de souce. Donc c'est un peu ça la blague, hein. C'est un produit qui s'est créé comme ça quand même, autour d'une bière, en rigolant, en disant: «Tu en as? Non, j'en ai pas. Et toi? Bah, non plus. Et pourquoi? Bah, on va pas payer 10 de com de souce». Et on rigole, on dit: «On a qu'à en faire une sans». Et puis, on a tiré le fil, une chose, une autre, et puis on dit: «Allez chiche». Alors évidemment, hein, c'est une arlésienne, hein, on n'est pas les seuls à y avoir pensé. Il faut pas non plus, dire qu'on a eu la révélation, auprès d'un buisson ardent ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on était dans une situation où on s'est dit: «On va se lancer et on va le faire», et on l'a exécuté et on est concernant les sujets de liquidité que certains mettent en avant parfois, j'ai envie de dire que, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, il est, me semble-t-il, alors je vais pas dire déontologique, mais presque en tout cas, dogmatique. C'est moi je considère qu'on ne peut pas, dire que on va capturer un client dans un produit en lui mettant des commissions de souscription très élevées, pour moi, en tant que gérant, m'enlever des problèmes de liquidité. En fait, on capture pas les clients dans un produit. On donne les choix à des clients de rentrer dans les produits, et puis après, on met des garde-fous pour faire en sorte qu'effectivement, ils fassent pas n'importe quoi. Les premiers garde-fous, par exemple, qu'on a mis, c'est les commissions de retrait. Les commissions de retrait, on les a mis surtout à une époque, pas pour le client final, parce qu'historiquement, le client final bouge assez peu d'une SCPI. C'est pas un client qui est très mobile. Mais ce qu'on voulait éviter, c'était les opportunistes chasseurs type corpo, qui venaient placer leur trésor sans frais d'entrée, et puis qui allait prendre du rendement et après se tirer du jour au lendemain et déstabiliser finalement le passif du fonds, en sortant de manière assez importante. Ça, c'est le premier point. C'est pour ça que les comment dire, les commissions de retrait, elles avaient été mises en place de cette manière pour pouvoir dissuader certains de faire des allers-retours. On fait pas du trading sur les CPI. Le second point, on constate, et la crise nous l'a montré finalement, qu'il y a des niveaux de performance qui, me semble-t-il, sont des seuils psychologiques. Si on regarde parmi les anciennes SCPI, celles qui ont rencontré des difficultés, souvent les SCPI qui avaient des taux de distribution en baisse de prix inférieurs à 5. C'est-à-dire qu'avec la remontée des taux, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des seuils psychologiques sur lesquels on prenait le risque d'arbitrage. Et ça, qu'on ait une commission de souscription ou pas de commission de souscription, j'ai envie de dire que si on regarde les produits les plus plantés de la place, on va pas revenir sur les raisons ou quoi que ce soit, et en plus, je pense qu'on fait de mauvais procès pour certains gérants qui ont tout simplement pris le marché dans la figure. On oublie, hein, parce que tout le monde, tout le monde oublie que à une certaine époque, on était bien content de faire du bureau à 4 en Île-de-France et que ça plaisait à tout le monde. En tout cas, ça, on a tendance à l'oublier et on aime bien pointer du doigt ceux qui l'ont fait. Et on aime bien brûler ses idoles, hein. C'est un peu ce qui a été fait peut-être quelques années après. Donc on se rend compte que finalement, les gens ont voulu sortir de ces produits, peu importe qu'ils se coupent un bras avec 10 de commission de souscription. Donc c'est pas la commission de souscription finalement. Les gens veulent sortir, ils sortent. Si ça va pas dans un produit, qui est une commission de souscription, qui est pas de commission de souscription, ils sortent. Et là, le troisième degré qui fait qu'on peut sortir et que ça se passe mal, après, c'est la proportion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, me semble-t-il, il y a plusieurs étages de la fusée. Premier étage, c'est la perf. Si la perf, elle est insuffisante, on prend le risque d'arbitrage vis-à-vis d'un produit qui est plus attractif en termes de rentabilité. Deuxième niveau, une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, est-ce que oui ou non je risque de perdre de l'argent si j'ai envie de sortir? Et on se rend compte que si on enfonce certains seuils psychologiques, on se coupe un bras et on sort. Parce qu'on en a tellement marre qu'on préfère perdre de l'argent que de prendre enfin voilà, que d'attendre. Et le troisième niveau, c'est la proportion. Et c'est là où, me semble-t-il, que c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, les fonds immobiliers, quand ils sont plantés, c'est assez on-off. C'est-à-dire que c'est pas 2% des gens qui sortent. C'est 5, 10%, 15% qui veulent sortir. Et là, évidemment, il y a l'embouteillage et puis, on est foutu. Et ça se passe très mal puisqu'on est sur des actifs qui sont pas liquides. J'ai envie de dire, de toute façon, si ça se passe mal, qu'on ait une commission de souscription ou sans commission de souscription, ça va pas se passer. Nous, de notre côté, en tout cas, notre obsession, c'est la perf. C'est d'être toujours au-dessus du benchmark pour proposer une performance attractive et pour pas prendre le risque. C'est pour ça que, me semble-t-il, il est plus important pour un gérant de notre côté, pour quelqu'un qui gère de l'illiquide,
d'embarquer du risque, comment dire, heu, du risque contrôlé, j'ai envie de dire, au travers des actifs, c'est-à-dire au travers des immeubles. Peut-être acheter des immeubles à un instant T qui ont une prime de risque assez élevée. Prend et gérer ce risque-là qui statistiquement n'interviendra pas en même temps, plutôt que de prendre le risque de passif, c'est-à-dire proposer des immeubles certes qui ont été achetés sur des niveaux de rentabilité plus faibles, mais qui sont plus liquides, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est ça qu'on a oublié. On a confondu, je crois, 2 choses. Les taux de rendement bas, tels qu'on a pu les connaître sur certains immeubles, ne sont pas forcément le reflet d'une qualité d'immeuble incroyable. Ils sont surtout le reflet de la liquidité. Plus un immeuble a un taux bas, plus en général il est recherché. Il est recherché pour cette liquidité, c'est-à-dire cette capacité, finalement, la liquidité, c'est la capacité à vendre un immeuble rapidement. Donc, c'est cet arbitrage qu'on fait. Nous aussi, on continue de le faire aujourd'hui. Par exemple, on demande souvent, on dit oui, mais chez Rimet, vous achetez des immeubles à 7,5, alors que certains achètent des immeubles à 9%. Bah, nous, on préfère acheter un immeuble à 7,5 avec 9 ans de bail qu'un immeuble à 9% avec 3 ans de bail. Parce qu'on considère que l'associé est davantage protégé dans la durabilité de la performance, sa capacité de la société de gestion à délivrer finalement du rendement, qui est sa promesse commerciale, au travers de cette typologie d'immeuble, qu'un immeuble qui certes à un instant T à 9% va me générer pendant 3 ans une rentabilité très importante si ça se passe bien, mais au bout de 3 ans, si ça se passe mal, on s'expose à un sujet de vacances locatives, et je pense que qui en a géré de son côté, c'est à quoi on peut s'exposer. Donc c'est des arbitrages constants, mais c'est vrai qu'on reproche souvent aux CPI, ou en tout cas c'est souvent un reproche qui revient des CPI sans commission de souscription, de dire, et je dis bien pas sans frais, hein, sans commission de souscription. Même chose, on a des frais, hein, c'est pas une association loi 1901, une société de gestion. Donc on a des frais évidemment, mais nous, on croit qu'en fait, la liquidité et les risques de liquidité, on les combat par l'actif, c'est-à-dire par la perf. Et c'est, me semble-t-il, un alignement d'intérêts qui est majeur. Les clients ont intérêt à ce que les sociétés de gestion travaillent bien, et les sociétés de gestion, elles ont intérêt à garder leurs clients. Donc il y a une espèce d'émulation qui, me semble-t-il, est positive. Après, à tort ou à raison, en tout cas, c'est notre analyse. Mais c'est là où il y a vraiment un sujet et là où dans les OPCVM, financiers, il y a des niveaux de risque. Dans les SCPI, je trouve qu'on a du mal à, en tant que conseiller et probablement en tant qu'acheteur, client également, à déterminer, la SCPI qui prend plus ou moins de risques. Parce qu'il va y avoir il y a une grande disparité des rendements à l'heure actuelle. Des SCPI qui vont aller jusqu'à 15% de rentabilité, sur un an et d'autres, qui sont plus, à 3 ou 4, pour plein de raisons. Je me dis, comment enfin, c'est un peu toujours la même question que je pose, mais comment on peut, déterminer, la bonne SCPI, et qu'est-ce que ça peut être les éléments qu'on regarde quand on est acheteur de SCPI? C'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur, là. Oui, voilà. Euh, Alors la bonne SCPI, en fait, moi, on essaye souvent, mais c'est humain, je crois, d'essayer de transposer des règles sur des produits où on ne peut pas les transposer. Je pense en particulier aux obligations, où on a des notations triple A, triple B, et on essaye de dire comment je peux juger du risque finalement d'une SCPI à un instant T au travers de la lecture de son patrimoine. C'est extrêmement complexe pour plusieurs raisons. D'abord parce que le patrimoine des SCPI, il n'est pas statique. Et donc, quand vous rentrez dans une SCPI, on achète certes un patrimoine qui est existant, mais on va surtout acheter le patrimoine futur. Et ça, c'est, me semble-t-il, un biais cognitif extrêmement important, qui est le premier biais auquel est confronté l'investisseur et parfois les conseillers, mais même les assureurs, hein, quand ils référencent des produits, c'est qu'ils vont faire des due diligence, c'est-à-dire des analyses de portefeuille extrêmement poussées sur ce qu'on a en portefeuille. Je crois que la première question à poser à un gérant, quand on est investisseur, en compte, c'est de dire, OK, mais si je souscris chez vous, qu'est-ce que vous allez faire avec mon pognon? Qu'est-ce que vous allez acheter? Et ça, c'est déjà la première réponse. Parce que tout ce qu'on a déjà en portefeuille, j'ai envie de dire, bah, c'est le passé, en fait. Ce qui est intéressant, c'est où on veut emmener le portefeuille. C'est ce qu'on veut en faire. Comment on veut déplacer son allocation et si on y croit après, en tant qu'investisseur, ou si on n'y croit pas. Après, transposer des labels pour essayer de juger du niveau du risque. On parlait tout à l'heure des niveaux de taux de rendement à l'acquisition qui peut être différent. Bah oui, moi j'ai un immeuble à 7, un niveau à 8. Comment juger véritablement où est mon risque par rapport à ces deux niveaux de rendement qui sont finalement très proches l'un de l'autre? Ça, c'est la difficulté de l'immobilier, c'est qu'on essaye de comparer des choses qui sont pas comparables, puisque les immeubles sont pas fongibles, hein, c'est pas des lingots d'or qu'on peut regarder les uns après les autres. Ils ont tous des tailles différentes, des générations différentes, des consommations d'énergie différentes, des typologies de locataires différentes. Moi, je suis très attaché, en tout cas chez Rimec, on est très attaché à la valeur foncière. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder le poids du foncier dans la valeur du portefeuille. C'est-à-dire de demander finalement, par rapport à l'emplacement des immeubles, si oui ou non ces immeubles ont une vraie valeur résiduelle s'ils devaient se vider.
Et ça, on le localise au travers de l'emplacement. On le localise aussi au travers du prix au mètre carré. Quand on vous donne dans un bulletin trimestriel le patrimoine et le nombre de mètres carrés, alors après ça dépend évidemment des pays, mais et puis il faut regarder un petit peu la typologie parce qu'un mètre carré, de bureau à Paris ne vaut pas la même chose qu'un mètre carré d'entrepôt ailleurs, parce qu'on a pour un taux de rendement qui pourrait être à un instant T le même. C'est parce que c'est les loyers en fait qui sont différents. Donc, me semble-t-il, regarder si oui ou non le prix au mètre carré du portefeuille est assez élevé, c'est généralement un bon gage, me semble-t-il, de qualité du portefeuille. On peut s'apercevoir si en fait les immeubles sont plutôt centraux ou s'ils sont excentrés. La difficulté qu'on a dans cette approche, malheureusement, c'est qu'on ne tient pas compte, parce qu'on n'est pas à valeur de marché en permanence sur les SCPI, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des marchés liquides et efficients, c'est qu'on se rend pas compte du moment du cycle auquel on a constitué le patrimoine. Et c'est ça qui est un peu plus difficile. Donc c'est vrai, Alexandre, c'est une bonne question. C'est extrêmement compliqué d'essayer de classer les CPI entre elles en s'attachant uniquement au risque. Donc il y a d'autres moyens qui sont peut-être des analyses extra risquées, extra financières pour essayer de comprendre. Donc il y a effectivement le prix au mètre carré du patrimoine, la duration des baux, c'est-à-dire la durée des baux du portefeuille, Mmh. qui va permettre de traverser ou pas certaines crises. Plus vous avez une durée des baux longue, plus on peut espérer que le portefeuille a une valeur résiduelle si on devait le vendre. En fait, si j'ai un bail 10 ans et que je décide de le vendre au bout de 5 ans, je serai en capacité de vendre encore 5 ans de flux plus un renouvellement. Ça a plus de valeur que d'essayer de vendre mon actif 1 an avant la fin du bail. Donc ça, c'est important. Nous, on a 10 ans de WALB, c'est-à-dire de moyenne pondérée ferme de durée des baux. C'est extrêmement important. On y est très attaché parce qu'on a des paris stratégiques qui sont liés en fait à cette durée des baux pour générer le plus de performance possible sur une clé. Donc ça, me semble-t-il, c'est comment dire, un critère important. Et puis après, sur une capitale variable, on en parlera peut-être plus tard, mais la diversification, pardon, semble indispensable. Sur une capitale fixe, on pourra en parler, me semble-t-il, un peu différent. Peut-être si on peut revenir sur, juste il y a des points intéressants, mais, tu parlais de liquidité. En fait, ça a peut-être pu poser des sujets auprès de surtout côté passif, heu, auprès d'assureurs via de l'assurance vie et Remake est ou a été, référencé, sauf erreur de ma part, dans des contrats Oui, d'assurance vie. absolument. Est-ce que, tu as en tête l'encours, l'emprise des assureurs, dans Remake? Bien sûr, au début, on a commencé principalement en assurance vie. Donc, c'est vrai que c'est un produit, la SCPI sans commission de souscription, qui est totalement intégrable dans les contrats d'assurance vie, puisque prix d'entrée égale prix de sortie. Donc forcément, il y a plus de décroché, dans le contrat d'assurance vie sur la valeur de l'unité de compte. Donc c'est très intéressant et c'est vrai qu'on est monté au tout début à 80. Attention, alors quand on parle d'assurance vie, nous on parle d'unité de compte, hein. C'est-à-dire que c'est assurance vie qui est distribuée à un client final. On n'a pas d'assureur en direct, c'est-à-dire en actif général pour leur compte propre, pour alimenter le fonds en euros, pour faire de la performance sur le fonds en euros. On n'a pas d'assureur en direct sur les mecs et on n'a pas d'institutionnel autre dans les fonds. Il nous reste, je crois, une SC pour 1,8% de la capitalisation, si mes souvenirs sont bons, on est un petit peu en dessous des 2%. De compte, oui, on a été fortement commercialisé en unité de compte. Et puis, la notoriété aidant, la collecte s'est davantage équilibrée et aujourd'hui, on est autour de 50-50 en termes d'exposition sur les unités de compte d'un côté et le client final de l'autre. Sachant que l'unité de compte, c'est évidemment que nous, ça nous dérange pas parce que en direct, alors on verra dans 5 ans si c'est toujours le cas, parce que c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé ces dernières années, notamment depuis 2022 et les différentes difficultés qu'ont eu certaines SCPI, ça a pu changer, on verra. Mais en tout cas, historiquement, la durée en direct d'une SCPI, c'était 20 ans, et en unité de compte, c'est 13 ans. Mmh. Donc on peut pas dire que le client en unité de compte, il a un vrai comportement de chasseur. Si lui, il voit régulièrement son UC toucher ses revenus et bien se comporter, normalement, il y a pas de sujet. Mais c'est vrai que nous, on s'est organisé de cette manière. C'était, ce qui semblait le plus en phase avec le produit quand on l'a lancé et puis de toute façon, enfin l'assurance vie est un canal de distribution qui est majeur en France au niveau de l'épargne et s'en priver, nous semblait être, une hérésie et en tout Mmh. cas, en les clients aussi. Du coup, vous avez pas forcément fermé les vannes de la collecte, enfin, c'est
C'est Ah là, on est sur maîtrisé. le stock, hein, ce que j'ai dit, on est sur le stock. Par contre, en flux, aujourd'hui, on est à 70-30. On a comment dire, l'assurance a nettement baissé. C'est vrai que nous aussi, on s'entend. Parce que quand on était à 80-20, forcément, il y a des effets de base. Quand on a une toute petite capitalisation, il suffit qu'un assureur y mette un ticket. Tout de suite, il est très important dans la capitalisation quand il met un ticket pour unité de compte. Mais ceci dit, aujourd'hui, on a travaillé depuis 4 ans maintenant avec les assureurs pour accompagner finalement le produit. On raisonne en enveloppe, on raisonne en pourcentage de l'encours, etc. Et donc, ça a été très progressif, ce qui a permis aussi au CGP de prendre davantage. Et aujourd'hui, on est, voilà ce que je disais, on est en 70-30. On est la collecte assurance vie nous va très bien à ce niveau-là, et la collecte en direct nous semble bien aussi. Donc on est beaucoup plus équilibré qu'au début, mais ça c'est des effets de base qui sont liés en fait à des effets de capitalisation. Tu as pas Pas forcément forcément. un objectif de collecte, de taille cible, de capi cible, en fait. Enfin, tu vois, t'as le pipe, d'acquisition en face de ta collecte, j'imagine en ce moment. Enfin, vu la dynamique de marché et vous êtes très sélectif, hein, je crois sur les Alors, ouais, on est acquisitions. assez sélectif parce qu'on a regardé 16 milliards d'euros pour 1500 dossiers d'investissement. On a acheté 20 actifs et on avait fait 100 lettres d'offres. Donc voilà, c'est 100 dossiers qui nous ont intéressés sur 1500, et sur ces 100 dossiers, finalement, on en a rapporté un sur 5. Donc ouais, on est assez sélectif. On n'hésite pas, on n'aime pas monter, on n'aime pas monter à l'arbre en fait, hein. C'est-à-dire les vendeurs qui essayent de nous mettre en compétition pour nous faire augmenter le prix. On sort souvent du jeu quand c'est comme ça. C'est où on s'entend très vite sur un prix et on va au bout. Soit on s'entend pas sur le prix, mais on nous fera pas, on laisse les autres, hein, faire l'ascension, puis on les regarde d'en bas. Mais c'est tout quoi. On a en fait de participer à cette surenchère sur les actifs qui me semble néfaste en termes de valorisation, aussi bien pour nous que pour le marché. C'est quoi la granularité du portefeuille, la taille des actifs, Aujourd'hui, du on a deck? 70 actifs en portefeuille. On a un actif moyen à 15 millions, un actif médian à 13. Ah, Donc c'est nous, pas une mmh, non, c'est pas énorme. Alors on a quand même, faut pas non plus se mentir, un ou 2 gros actifs. Bon, bah, parce qu'après il y a des opportunités parfois. On a un actif, de 60 et un actif de 30, un actif de 40, et tous les autres sont des petits actifs. Donc on a effectivement, nous c'est notre cible, hein, on est plutôt sur le entre 10 et 30 millions. Parce que passer 30 millions, lorsque l'accès à la dette devient compliqué dans un marché, je parle pas pour nous, hein, je parle pour le marché de l'immobilier de manière générale, comme ça a pu l'être avec la remontée des taux, ces actifs-là deviennent beaucoup moins liquides. Parce qu'il y a de moins en moins de compétition, il y a de moins en moins, enfin, pardon, il y a de moins en moins de compétiteurs qui sont présents sur le marché et qui sont prêts à acheter ce type d'actifs. Donc nous, on n'y va pas, donc on préfère rester sur des tailles assez liquides. Et je pense que là, aujourd'hui, on est bien. 15 millions moyens, 13 en médian, me paraît être, ça paraît être des valeurs assez établies. On n'aime pas acheter des micro-lignes, on déteste ça. C'est pas notre cœur de métier, et après on n'y croit pas, pour être tout à fait honnête. On pense que ne pas acheter des actifs dans des zones établies font que les sujets de valorisation sont très, 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 très théoriques. Après c'est notre analyse, hein. Moi, j'avais une question, plus, macro. Oui. Aujourd'hui, Remake, enfin, la première SCPI, c'est vraiment, on va dire, un cœur de portefeuille. Pourquoi, pour avoir niché, la deuxième SCPI dans un marché, au UK? Est-ce que, on le voit, il y a d'autres SCPI qui vont peut-être, intégrer le UK dans une SCPI plus large. C'était quoi l'idée, derrière? Alors il y a 2 idées. La première idée, c'est que, en 2022, quand on a lancé Remake Live, je me souviens très bien qu'à l'été 2022, on avait commencé à acheter des actifs en France, et puis on était, très, sceptiques sur les valorisations du marché français. Je me souviens en l'occurrence, en comité d'investissement, avoir dit: «Bah, écoute, moi je trouve que les primes de risque, sont complètement délirantes. On n'est pas suffisamment rémunérés sur le marché français», et très rapidement on s'est dit: «Bon, la hausse des taux, puisqu'on était ça faisait suite à l'invasion de l'Ukraine, va se matérialiser, il va y avoir un gros impact sur les immeubles». Donc on a pris un classement en Europe, des pays qui étaient le plus leveragés, ceux sur lesquels l'immobilier avait le plus de dettes, hein, et puis on a mis, en face de ce classement, ceux qui avaient, aussi, les dettes à taux variable. Il se trouve que les pays, Irlande, Royaume-Uni étaient les pays les plus confrontés, parce que ce sont les pays sur lesquels historiquement et culturellement on ne couvre pas.
nécessairement, ou en tout cas on couvre moins que ce qu'on peut connaître nous, les financements. On a commencé à faire des opérations en Irlande et puis après on est allé au UK et ça s'est, très bien passé. On a pu acheter, des actifs, avec des cotes importantes par rapport au cycle précédent. Je dis bien par rapport au cycle précédent, hein, que dire qu'on achète un actif à un instant T avec une décote, ça veut rien dire, parce que vous achetez le marché, en fait. Donc c'est par rapport au cycle précédent, on a pu avoir une décote et on a monté le portefeuille sur Imec Live jusqu'à 30 d'exposition au Royaume-Uni, mais on voyait bien que on avait un flux ininterrompu de deals, qui était extrêmement, intéressant et on s'est dit: «C'est quand même dommage, tous ces deals qu'on reçoit parce que maintenant on commence à être implanté sur ce marché et de pas pouvoir les adresser». En parallèle, on a fait le choix et c'était aussi un choix de maison de dire, bon, ben, la solution la plus simple pour nous, ça serait de lancer Remake Live 2. Maintenant que Remake Live a bien fonctionné, ça serait très facile. On irait collecter, 20 millions de fondateurs et puis hop, c'est parti. On irait lancer le produit et ça serait très simple. Mais bon, on n'aime pas trop la simplicité et on s'est dit: «Bon, il faut quand même». On n'a pas envie de faire une énième SCPI clone, de la dernière qu'on a vue et on pensait que pour adresser le marché du UK, qui nous semblait être le marché le plus performant, aussi bien en termes de taux à un instant T, puisque la Bank of England a des taux qui sont plus rémunérés que la Banque centrale européenne, retrouve aussi dans les rendements des actifs. Et puis, comme c'est un marché qui est toujours en avance de phase, on s'est dit que si les taux baissent, c'est le marché qui va baisser en premier. On s'est dit on va proposer une offre ciblée sur le UK. Mais proposer une offre ciblée sur le UK, c'est quand même une offre qui n'a rien de diversifié. C'est une offre qui est très concentrée en termes de typologie et surtout même pas de typologie, mais surtout en termes de géographie. Donc ce qu'on semblait être se diriger, on s'est dit on peut faire des club deals au UK. Ça permettrait de fédérer les gens au travers de deals qu'on trouve. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit non mais le club deal c'est trop risqué parce que on met tous ses sous sur un seul actif. Donc le mieux c'est peut-être de mettre 5, 6, 10 actifs maximum dans un fonds. On ouvre rapidement en mode commando, on fédère des investisseurs sur une offre complémentaire, je dis bien une offre complémentaire, que Remake Live, et puis on vise 50, 70, 100 millions maximum de capitalisation en 12-18 mois, et et on ferme et on s'engage à liquider ce fonds à l'échéance. On doit proposer la liquidation à l'assemblée générale, puisqu'on pense que le timing va durer entre 5 et 8 ans pour aller chercher le maximum de valeur sur cet actif. Enfin, pardon, sur cette stratégie. Donc c'est ce qu'on a proposé. La SCPI à capital fixe nous semble être un bon véhicule pour le faire, parce que c'est un véhicule connu. Comme disait Clément en introduction, c'est un véhicule transparent sur lequel il y a beaucoup de, comment dire, de documentation. La réglementation, elle est très claire. Du coup, ça permettait aux associés qui s'intéressaient à cette opportunité de pas être trop perdus par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres SCPI. Et donc, on a lancé cette offre qui a versé son premier dividende enfin, son premier acompte de dividende sur l'année 2025 en décembre, enfin en janvier, parce que il y a toujours un mois de décalage entre le versement du dividende et la période concernée. Et donc ça s'est plutôt bien passé puisque on avait des parts à 1 000 € et on a versé un premier dividende à 90 € par part. Donc le fonds est lancé. On a acheté un premier immeuble à Glasgow, Grosvenor, qui est situé en face de la gare, en plein centre-ville. C'est un immeuble sur lequel, puisqu'on est dans un fonds fermé, on se permet une stratégie d'asset management un peu plus offensive que ce qu'on peut connaître habituellement dans une SCPI. On profite en fait de l'opportunité d'avoir des actifs qui sont sur des niveaux de rendement plus élevés que ce qu'on connaît traditionnellement. Donc en l'occurrence sur Grosvenor, on est sur un actif qui a été acheté à un institutionnel qui a brûlé son equity et donc il a revendu 40% moins cher que ce qu'il avait payé en 2017. On s'est positionné sur cet actif. On rentre sur un taux initial de 9%, c'est-à-dire que l'actif en l'état génère du 9%, et on va faire des travaux sur 2 étages supplémentaires pour viser des loyers plus élevés et aller viser le 12% de rendement courant sur cet immeuble. Donc, en fait, on cherche un peu le meilleur des deux mondes. On est sur un immeuble qui génère déjà une rentabilité, un taux de distribution, pardon, très élevé. Donc, il y a déjà un rendement facial très élevé. Donc, qui permet déjà de générer une très belle performance. Et puis, derrière, on va essayer de créer de la performance supplémentaire pour pouvoir aller faire un peu d'asset management sur tes actifs, le valoriser et le vendre dans 5 ans, 6 ans ou 7 ans, lorsqu'on arrivera au bout du fonds, pour pouvoir aller chercher le TRI cible que évidemment qui n'est pas garanti de 9% qu'on annonce
dans ce marché. Donc c'est un peu comme ça que s'est construit ce fonds. C'est un fonds qui commence à rencontrer son public. C'est pas évident, hein, mais nous on aime bien, hein. Ça me rappelle quand on a créé la SCPI sans commission de souscription avec Nicolas, on était un peu des évangélistes, hein, avec notre bâton et on essayait. Et on s'en est pris, hein, des portes dans la figure, hein, quand on allait voir les conseillers en gestion de patrimoine pour leur dire qu'on lançait une SCPI sans commission de souscription. Ils n'ont pas tous adoré le principe, hein, pour être tout à fait honnête. Mais ceci dit, aujourd'hui, c'est un peu rentré dans les mœurs. On sait que c'est une alternative. On dit pas que c'est une offre mainstream. On dit pas. Faut pas opposer les modèles. Et ce qui prouve bien qu'en fait, nous, on n'a pas de religion, puisque cette SCPI, elle est avec commission de souscription. Nous, notre religion, c'est la perf et c'est le conseil pour le client. C'est-à-dire que dans une SCPI qui est diversifiée, qui est evergreen, c'est-à-dire ouverte en permanence comme Remake Live, on considère que les frais de gestion doivent être plus élevés pour rémunérer le conseil en permanence du conseiller en gestion de patrimoine qui dit si oui ou non à son client quand il le voit une fois par an, ça vaut le coup de rester dans ce produit. À l'inverse, dans une SCPI comme Remake UK 2025, voilà, on est dans une SCPI qui n'est pas liquide. C'est un fonds fermé. Donc le conseil, il se fait à l'entrée. Et ben, comme le conseil se fait à l'entrée, on rémunère au travers de la commission de souscription le prescripteur à l'entrée. Donc c'est vraiment en fait des logiques de commercialisation, nous semble-t-il, et d'échéance du fonds qui dictent notre stratégie. Donc faut pas opposer, me semble-t-il, les deux modèles, puisque d'ailleurs quand on fait les calculs, hein, sur 10 ans, le poids des frais, alors, non, c'est plutôt sur 20 ans, mais le poids des frais est quand même très semblable. En tout cas, les performances sont très semblables à structure de frais égale, enfin différente, pardon. Mais donc, ce qui compte, c'est plutôt de proposer une offre alternative suivant la sensibilité du client et suivant son objectif et son échéance d'investissement. Mais du coup, juste, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Hem, Ouais, le on est deux, donc c'est bien. le l'idée du fonds, enfin de cette SCPI, c'est de faire un peu comme un club deal et un jour, peut-être dans 8 ans ou dans 10 ans ou dans 12 ans, de revendre tous les Ah non, actifs? non, c'est pas un jour, Ou hein. C'est sûr, c'est acté, Alexandre. C'est dans les OK. statuts. C'est une SCPI. Une SCPI, traditionnellement, quand on regarde les statuts, elle a une durée de vie de 99 ans. Mmh. Ça, c'est les SCPI classiques. Sur celle-là, elle a une durée de vie de 7 ans, hein. Ouais, D'accord. regarde, même sur la slide, c'est écrit là sur le Ouais, ouais, fonctionnement, tu vois, tu c'est inscrit. C'est vraiment, 2032-2033. j'ai envie de dire, si c'était un slogan, ça serait vendez l'argent, quoi. C'est vraiment, Mmh. on va, alors on espère avec évidemment positif. En tout cas, l'esprit de ce produit, c'est de dire, vous rentrez dans un produit, vous croyez à un instant du cycle, vous maximisez votre exposition sur un market timing et sur une géographie, et puis on va viser en terri, c'est-à-dire non seulement vous avez des rendements assez élevés qui est lié à l'exposition dans le cycle à un instant T, et puis on prend un pari à 6-7 ans de compression des taux pour aller chercher de la valeur en plus. C'est comme ça qu'a été monté en fait le produit, qui, je le répète, est une offre complémentaire. Ouais, ouais. Il y a un client avec une seule SCPI, il est bien évident que, enfin, c'est pas mon métier, c'est le vôtre. Mais si vous me Mmh. disiez, David, je vais lui conseiller de mettre tout dans Remake UK, non, Voilà. c'est pas bon. Faut le diversifier. Et là, c'est vraiment une offre complémentaire. En tout cas, on l'a créé comme ça. Et c'est notre approche et c'est ce qu'on propose. C'est voilà, un complément d'investissement pour les investisseurs qui veulent aller plus loin dans l'immobilier, qui veulent faire un peu autre chose au travers des SCPI. Moi, j'ai 2 questions, David. C'est, est-ce qu'il y a un vrai pari par rapport à la livre sterling, du coup, à son évolution? Non, alors on n'a pas fait de pari sur le sterling dans le calcul de perf. En tout cas, dans le TRI cible, il n'y a pas d'appréciation du sterling qui pourrait venir porter en fait la valeur cible. On rentre historiquement sur des niveaux de sterling qui sont pas mal. La volatilité du sterling est très faible, parce que même depuis le Brexit, qui a quand même été un événement politique majeur, le sterling a une volatilité de l'ordre de 6%. Ça veut dire 6% pour ceux qui écoutent. C'est-à-dire que si vous achetez un immeuble à 7% de rendement, bah, ça veut dire que 6 fois 7, 42, à un instant T, votre immeuble, à cause de la monnaie, pourrait monter à 7,42 ou descendre à 6,58. Et ça vous donne une idée de l'amplitude de la monnaie et de l'impact de la monnaie. Historiquement, on a juste ce 6% de volatilité, donc qui pèse 50 centimes dans la perte, à un instant T, alors que couvrir le sterling, ça coûterait en permanence entre 1,5 et 2% de la perf. Ça veut dire qu'un immeuble acheté à 7%, si on devait le couvrir en permanence, on tomberait à 5%. Donc on a fait le choix de pas couvrir. Alors il est évident, c'est quand même que si demain matin il devait y avoir des sujets majeurs politiques ou X ou Y, ben on sauterait évidemment sur notre téléphone pour mettre en place des couvertures. Mais en tout cas aujourd'hui,
C'est pas ce qui a été fait, par rapport aux, analyses qu'on a fait, sur la volatilité de la monnaie. Ouais. Et est-ce que c'est le cas pour, Remake Live aussi ou pas? Parce qu'en fait, tu as du Oui, UK dans les 2. absolument, absolument. Sur Imac Live aussi, on couvre pas, d'autant plus que là, l'exposition est encore plus faible sur Imac Live et en plus, comme Remake Live, existe depuis 2022 et qu'on a investi, presque 200 un peu plus de 250 millions au UK au travers de Remake Live, on les a investis sur 4 ans, donc on a investi à chaque fois sur des taux de change très proches et différents. Donc on a encore lissé les points d'entrée, alors que là, sur Remake UK, on va quand même maximiser les points d'entrée sur 12 à 18 mois. Ouais. Bon, faut quand même se dire qu'il y a effectivement ce risque de change Absolument, c'est un risque à de change, prendre il en faut le mentionner, c'est considération. C'est important. écrit sur le document, hein, de toute façon, Ouais, ouais, mais c'est c'est très important de le clair. rappeler, merci. Effectivement, il y a un risque de change. C'est pour ça que c'est une offre complémentaire et MQK s'adresse pas à tout le monde. Il faut être conscient. Mais après, on entre aussi dans un marché, le marché UK, où on est décorrélé du marché européen. On est sur la Bank of England. On est sur une banque qui a des taux directeurs qui sont plus élevés que les taux directeurs de la BCE et qui a des anticipations de baisse des taux qui sont plus importantes que les anticipations de baisse de taux qu'on a sur la BCE. Donc, l'un dans l'autre, on a aussi des explications, sur ces niveaux de taux différents. Comment tu t'alloues un actif entre UK et Live? Si tu vois ma Alors question de c'est une très bonne question et on voit que tu as travaillé dans une société de gestion pour la poser, ah parce oui, que c'est pas oui, une question participer au comité d'investissement et voilà, d'allocation des acquisitions. C'était des vrais sujets. exactement. C'est effectivement, lié à ce qu'on appelle l'allocation et quand on identifie un actif dans le marché, et qu'on regarde, si intrinsèquement ou pas cet actif intéressant, finalement, en comité d'investissement, on va décider de l'allouer. Alors, il y a 2 solutions. 1re solution, on va imaginer que l'actif, il y a pas de question. Si on est sur un actif, sur lequel on va chercher, un gain en valeur au travers, par exemple, d'un peu asset management, bah, il ira direct sur MQK, on se posera même pas la question puisque c'est pas une stratégie pure rendement, ça sera une stratégie rendement plus gain en capital, donc ça sera MQK. Mais imaginons qu'on a un actif qui techniquement pourrait rentrer dans les 2 fonds. C'est, le sujet majeur de conflit d'intérêts qu'on peut avoir dans ce genre de cas. À ce moment-là, il y a des règles qui se mettent en place. La première règle, c'est de regarder, le fonds qui est le plus en retard à l'investissement. Donc si un actif était susceptible d'être affecté sur 2 fonds, on regarde le fonds qui est le plus en retard à l'investissement. C'est-à-dire le fonds qui a le plus de cash par rapport à sa capitalisation qui n'est pas rémunérée en immobilier. Et donc là, on ferait cette affectation. On va encore plus loin et imaginons que les 2 fonds ont le même cash rapporté à leur capitalisation et donc on se dit: «Bah mince, premier niveau, on n'a pas de fonds, deuxième niveau, on a encore, un problème» et là, le troisième niveau, ça s'appelle le tourniquet. C'est-à-dire qu'on a un fonds qui dit: «Bah, c'est pour moi», mais la fois d'après, si on devait se retrouver dans cette situation, ce fonds-là ne pourrait plus se prévaloir de dire que cet actif est pour lui. Donc c'est le tourniquet, c'est chacun son tour après. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture. Premier niveau de lecture, la stratégie d'asset management sur l'actif qui fait que cet actif est éligible ou n'est pas éligible à un fonds. Deuxième niveau de lecture, le retard à l'investissement au travers de la trésorerie disponible rapportée à la capitalisation. Troisième niveau de lecture, le tourniquet, c'est-à-dire la priorité d'un actif d'un fonds par rapport à un autre et une fois. C'est-à-dire que une fois qu'il a grillé sa cartouche, la prochaine fois, ce sera systématiquement l'autre fonds qui est prioritaire. Et c'est comme ça en fait qu'on alloue les biens. Alors c'est très rare, hein, Ah, j'imagine. on est dans la théorie, mais c'est important de le rappeler parce qu'une société de gestion régulée, c'est 97 de procédures. Donc on a effectivement des procédures pour toutes Ouais, sortes de choses, dont l'allocation des fonds. Enfin des immeubles, pardon. ouais, non, mais c'est très clair. OK. Hem et le capital cible à lever, c'est 100 millions, je vois? Max entre 50 et 100. Heu, voilà. Et nous, ce qui est important, c'est vrai que c'est nouveau, hein, ce produit, donc on sait pas, on n'anticipe pas des collectes de drague. Mais ce qui est important pour nous, c'est de toute façon respecter la promesse commerciale. C'est-à-dire que, bah, on a entre 12 et 18 mois de collecte. Si on voit que le marché bouge, on ferme tout de suite et c'est pas grave si on n'a pas ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de préserver la perf. C'est très important pour nous de préserver la perf. Aujourd'hui, on a Grosvenor, on a un autre actif sur lequel on travaille. On essaye de rentrer, voilà, des actifs qui vont pouvoir contenir la perf avec cet objectif de TRI non garanti de 9 à 7 ans et c'est ainsi qu'on construit. Si on a que 50 millions, bon, on sera content quand même, c'est pas grave.
Ce qui est important, Mmh. c'est surtout que c'est le premier pour nous, donc c'est très important de préserver la performance de son. Remake Live aussi, hein, tous nos fonds sont importants. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur, Remake Live parce que finalement, vous dépassez les 7 depuis 4 ans et Oui. ce qu'on entend beaucoup, c'est, tu sais, les CPI récentes, elles profitent d'un super moment de marché, elles vont pas pouvoir délivrer leurs performances au fil des ans. Finalement, tu vois, Iroko, pareil, ils font 7 depuis 5 ans, la Remake, 7 depuis 4 ans et du coup, vous avez rehaussé votre objectif de TRI cible, c'est ça, à 10 ans, de Mmh. 6 à 7 Absolument. Bah, et absolument je parce trouve ça qu'il y a vachement bien. il y a plusieurs choses qui se cumulent. Alors c'est vrai que quand on a créé le produit, hein, on n'avait pas, ces ambitions. On avait un TRI cible de 6, dont une quote-part de distribution à hauteur de 5,5, la contribution à la distribution. Aujourd'hui, on est, sur 7 avec une contribution à la distribution de 6. 6, c'est, l'objectif cible de distribution, de Remake Live à terme, clairement. Il Ouais, faut pas mentir et je crois qu'il faut pas mentir aux clients. Il y a pas de fonds immobiliers qui peuvent générer des pertes démentielles pendant des années. C'est impossible. L'immobilier, il y a des plafonds de verre en termes de performance, il y a des plafonds de verre en termes de coûts, de charges dans ces fonds. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de fonds qui sont portés par leur collecte grâce au mécanisme du délai de jouissance, qui font que on a des surperformances sur un certain nombre de fonds. Tant mieux pour eux. Et nous-mêmes, on a eu des pertes. Mais je pense qu'il faut être responsable. Quand on a lancé Remake Live, la première année, on a tout de suite très bien fonctionné. On a eu un momentum de marché qui était très bon. On est arrivé à un moment où on a pu rentrer et se faire un nom assez rapidement, et ce qui était une bonne chose. Mais on a aussi été responsable. Nous, on a fait le choix. Quand on a fait première année, on a fait 7,54, je crois, de taux de distribution. On aurait pu faire 11. C'était pas un sujet. On a préféré à l'époque affecter une quote-part de résultat au report à nouveau, lisser les distributions, faire en sorte que le produit trouve sa place et qu'il y ait le moins d'à-coups possible pour les clients. Parce que après, c'est des feux de paille et ça peut être que forcément déceptif que d'annoncer des performances qui ne se créent pas. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas vrai, on le sait qu'il y a des effets techniques, ça tient. Mais ça concerne combien de pourcentage de clients dans une SCPI qui savent vraiment ça? Très peu. Au final, ça ouais, concerne les insiders, les gens comme vous, les CGP qui sont très informés, qui connaissent très bien ces produits, qui savent qu'au tout début, on peut faire des performances démentielles pour les happy few qui sont rentrés comme fondateurs ou comme sponsors dans le produit. Donc après, c'est plus compliqué. Nous, on a toujours fait le choix, d'avoir le moins de volatilité possible, de viser tranquillement et on l'a toujours dit, de faire atterrir le produit, vers, 6 à terme, bon bah, c'est très bien. 6 sur de l'immobilier long terme, c'est très, très bien. Tu vas faire ça et qu'après, vu qu'on aura stocké 1 milliard d'actifs qui ont été achetés, sur des niveaux moyens de 7,5 et que derrière on a une baisse des taux, ben, on ira faire le deuxième moteur de l'immobilier qui est le gain en plus-value et on commencera à arbitrer pour aller générer des plus-values qui seront redistribuées aux associés en complément de performance. On est vraiment, enfin, on est une gestion, je vais pas dire bon père de famille, ça veut rien dire, parce que chacun, a sa propre définition du bon père de famille. En tout cas, on a une gestion responsable. On essaye d'avoir une performance la plus durable possible au travers de la durée de nos baux, 10 ans, d'avoir le plus de visibilité, d'avoir des actifs qui sont pas minuscules parce qu'ils sont dans des marchés établis, très centraux, très recherchés, pour qu'ils aient une vraie liquidité. Et ça paye. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, par exemple, on a une augmentation de nos valeurs d'expertise de l'ordre de 2%. Un petit peu moins, mmh, 96, je crois, sur les mecs live. vachement bien. Il est déjà pas mal. Je sais que certains on peut annoncent plus, etc. Mais on reste là aussi assez prudent. Moi, la bonne surprise de cette année, c'est on a deux acheteurs qui sont venus nous voir sur deux actifs qui sont assez importants en portefeuille, que je n'aimerais pas pour des raisons de confidentialité, mais qui sont des actifs conséquents dans le patrimoine, où on nous a proposé de commencer à discuter sur des prix supérieurs entre 20 et 30% de cet actif. Ah Bon, ouais. Mmh, parce que on les a achetés dans un creux de marché. Mais à aucun mmh, moment j'utilise cette information pour revaloriser le patrimoine de la SCPI, ça sert à rien, parce qu'on n'a aucune certitude. C'est pas parce que quelqu'un commence à discuter, ça c'est un signal faible, mais c'est pas une offre ferme, écrite, etc. Donc on a des signaux, on sent que ça se passe bien, on sent qu'on a bien acheté, on sent qu'on aura des opportunités pour aller tirer de la plus-value sur ce portefeuille, au patrimoine, mais on est aussi très prudent dans nos valorisations, on laisse le marché faire, et le moment venu, on fera ce qu'on a à faire, et on préfère annoncer des bonnes surprises, sur des plus importantes, plutôt que de faire des promesses sur des valeurs de part qui n'existent pas parce qu'elles sont totalement virtuelles.
Je crois que c'est important, hein, on dit toujours, la pierre, c'est du solide, mais c'est un peu ça, hein. Il faut revenir aux fondamentaux de cette classe d'actifs, ne pas promettre n'importe quoi, être responsable dans sa gestion et ne pas faire, des feux de paille. Parce que c'est ce qu'on nous reprochera, hein. Je pense que tout à chacun, dans la relation qu'on a, hein, vis-à-vis du client final, quand en plus on est intermédié par un conseiller en gestion de patrimoine, si on n'a pas un discours de vérité, vous nous en voudrez toujours en tant que Mmh. Mmh. conseiller. Je peux venir vous voir et vous dire: «Bah, voilà, ça va se passer comme ça», même si un jour ça se passe mal, il faut le dire tout de suite. Faut que vous ayez le temps de dire à un client: «Ça va mal se passer, voici les raisons», être transparent sur les problématiques. On parlait tout à l'heure des assureurs. Les assureurs nous ont dit, et c'est une des raisons pour lesquelles on a été peut-être une des seules SCPI référencées en assurance vie à un moment où personne ne référençait une SCPI. Personne ne référençait plus une SCPI avec les difficultés qu'il y avait eu. On a été référencé. Parce qu'on a été d'une transparence exemplaire. Nous, on travaille main dans la main. Notre passif, il est ouvert. Tous les mois, on fait le point avec nos assureurs, on ne veut pas qu'ils dépassent une certaine emprise, etc., etc. Et s'il faut arrêter la collecte, on l'arrête conjointement, justement, parce que il faut aussi tirer des leçons des crises précédentes, Mmh. sur les sujets de liquidité. Donc Mmh oui, mh. et parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas être dans ce type de canaux de distribution, mais on peut aussi le faire intelligemment, main dans la main, en discutant avec nos prescripteurs, en disant: «Bah, écoute, non, là, c'est bon. Non, là, il faut ralentir. Non, là, j'ai les pipelines d'actifs, ça va pas», et cetera, et cetera. Donc on peut quand même le faire et je crois que c'est ce qu'il faut retenir comme leçon de la crise précédente, c'est que, on disait en introduction, peut-être qu'il y a eu des surcollectes. Nous, on vit très bien, avec, 200 millions de collectes sur Remake Live, ça se passe très bien. Bien sûr, on aurait 100 millions, ça serait super, mais finalement, qu'est-ce que ça change pour, Remake Live? Remake Live continue sa vie, elle est toujours dans une dynamique de collecte positive. Nous, ça nous permet d'être extrêmement sélectifs sur les immeubles qu'on rentre en portefeuille et on n'a pas cette pression à l'investissement que peuvent avoir certains et qu'on rencontre dans le marché. La semaine dernière, un actif, on a fait une offre, le vendeur me rappelle, c'est très rare qu'on ait une SCPI en face de nous. En l'occurrence, on avait une SCPI. Bon. Et il nous dit, bah, vous avez l'autre SCPI a fait une offre à 50 centimes de moins, vous voulez vous aligner. On l'a pas fait. Parce qu'on n'était pas pressé. On n'est pas pressé. On a encore le temps de gérer notre collecte. On a le temps de gérer nos investissements. On est sur des niveaux de collecte qui sont tout à fait absorbables pour nous. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est ce à quoi on travaille. La durabilité du patrimoine, la durabilité de la performance et surtout être transparent vis-à-vis de nos prescripteurs dans ce qu'on fait, dans nos échecs aussi, hein. Parfois, on n'y arrive pas, ou dans notre ou dans les choses quand on décide de sortir. Parfois, on sort de deal, ça arrive, hein. On peut sortir de deal, bah, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est important, même si ça nous ça nous contrarie, hein, parce qu'on a passé du temps, parce qu'on a engagé des frais, parce que quand on était focus sur ce deal, on n'a pas regardé d'autres deals. Bah, il faut sortir parce que c'est dans l'intérêt des associés que de sortir, que de ne pas prendre à tout prix un deal. Donc, je pense que c'est extrêmement important. C'est nous, on est très rigoureux. La rigueur, on dit toujours, on nous demande 3 choses, on essaye d'être rigoureux, innovant, on a souvent inventé des produits et décomplexé, c'est-à-dire que bon, moi j'ai les cheveux blancs, hein, Nicolas, bon, il a plus de cheveux, là, c'est bon, là, il va m'entendre, il va péter un câble. Lui, on n'est pas des lapins de 3 semaines, on n'a pas à prouver finalement, quoi que ce soit. On a notre ligne de notre direction, on mène notre barque, on avance et on fait ce qu'on a à faire. Donc je Ouais. je crois que c'est important parce qu'on peut ne pas être d'accord, tous ensemble, dans notre écosystème immobilier sur les paris qu'on prend et la vision que vous avez, Alexandre et Clément aussi, à un moment ou à un autre, on peut ne pas être d'accord, mais au moins on sera tous les 3 dans nos convictions. Et ça, c'est important, je crois, d'avoir des gestions de conviction. En tout cas, Mmh. c'est ce qu'on Ouais. essaie de faire, c'est d'être convaincu et d'être convaincant. Oui. Et du coup, me vient une autre question. C'est quoi votre approche par rapport à la dette? Est-ce que vous utilisez? Est-ce que, c'est intéressant à l'heure actuelle ou pas? Alors, la dette, il y a plusieurs approches. Effectivement, nous, on a un LTV aujourd'hui de l'ordre de 25%, hors VFA, parce qu'on a des engagements, qui sont très faibles de VFA, notamment sur la poche sociale. Et sur le levier bancaire, on doit être autour de 25% de mémoire. Je vois pas, c'est tout petit sur l'écran, mais c'est ce que ouais, 25, mais si on enlève le 26, et quelques. voilà. Donc Mmh. effectivement, il se trouve que nous, à terme, ce qu'on veut faire, c'est faire atterrir le levier à 15%. C'est ça l'objectif long terme, qui nous semble être suffisant sur un CPI pour un petit peu de boost permanent pour pouvoir absorber, les accidents, mais pas avoir des niveaux de levier trop importants. Là, comme on est encore en phase de croissance et qu'on a une collecte, suffisante,
Avoir un peu de levier supplémentaire, ça nous permet d'attraper les opportunités dans le marché sur des niveaux qui sont relutifs. Parce qu'aujourd'hui, on a une dette moyenne à 4 ans qui nous coûte 4,5% lorsqu'on achète des immeubles à 7,5 en moyenne. Donc on a toujours cet effet de levier positif sur la dette, donc qui porte un petit peu le fond. Mais on vise aujourd'hui de la faire atterrir à 15%. Ce qui est important, c'est de se dire que prendre de la dette lorsque les taux sont hauts, c'est pas non plus une mauvaise chose si on croit que les taux ne vont pas remonter. Parce que la pire des choses, ça serait de prendre de la dette lorsque les taux sont faibles, parce qu'en cas de remontée des taux, on aura des effets ciseaux sur la valorisation du patrimoine au moment du refinancement qui serait extrêmement difficile. Je m'explique. On achète des immeubles à 4% et on a une dette à 2%. On se dit c'est chouette. Sauf qu'on est historiquement sur des taux très bas. Si demain matin les taux remontent, les immeubles qui valaient 4 vont générer du 4 à un moment où ils seront valorisés 6, donc ils vont perdre 2 sur 6, 33%. Et en parallèle, la dette qui avait coûté 2, elle va monter à 4. Et là, on va se retrouver finalement avec des loyers qui peuvent plus couvrir les intérêts de la dette. C'est ce qui est arrivé au Royaume-Uni. En France, on a été relativement protégé de ça dans les SCPI parce que les dettes sont couvertes. Donc les taux qui avaient été prises par les SCPI dans les cycles précédents n'ont pas vu la charge financière augmenter puisqu'ils étaient couverts. Pendant, il y a le mur de la dette, c'est-à-dire le refinancement, qui fait que quand on arrive au bout, on va voir son banquier, bonjour monsieur le banquier, j'ai 100 millions à refinancer, je les avais pris à 2%. Ah bah oui, on va les faire, mais maintenant c'est 4%. Aïe, c'est dur. Donc c'est là où on se retrouve. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre de la dette, nous semble-t-il, sur les niveaux d'aujourd'hui, parce que si demain matin les taux devaient baisser, plutôt que d'essayer de faire de la surperformance grâce à l'effet de levier de la dette, j'irais plutôt alléger la dette pour maintenir un dividende égal et me désendetter et descendre vers 15%. C'est ce qu'on vise aujourd'hui. Donc on a une vision assez claire sur la dette, sur ce qu'on veut faire. On a les idées très très claires et sur l'utilisation de la dette. Mais la dette, ça doit pas être une fin en soi. Ça doit être juste un outil pour gérer en fait les à-coups de collecte, pour permettre d'accompagner au mieux la croissance et constituer un patrimoine cohérent. Après, par contre, faut pas avoir des niveaux de dette trop élevés à terme, sinon, me semble-t-il, ça peut être problématique. OK, très clair. Mais c'est vrai, quand je vois un niveau, d'endettement aussi élevé, je vois, un pipe d'affaires, enfin d'immeubles, d'acquisition assez important et j'imagine que c'est pour ça que vous l'utilisez. Bien sûr. C'est comme ça que j'interprète. OK. Clément, tu avais des questions? Je pense qu'on a fait pas mal le tour, mais tu le disais David, ouais, c'est important effectivement de dire, ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, tu vois? C'est retrouver de la confiance, sur ce produit de SCPI, envers les sociétés de gestion et cetera et je trouve que vous le faites bien voilà, de communiquer, la stratégie elle est claire, diversifiée, européenne et voilà, la performance, est là, tu vois? Depuis 4 ans, ça tient, ça tient et puis je pense que tu vois, c'est pas le sujet de se dire: «Ouais, au bout de 5 ans, tu des frais de t'as des frais de sortie», mais quel intérêt j'aurais à sortir si la performance, elle est là, en fait? C'est notre analyse, c'est ce qu'on se dit. Mmh. Ah nous, on n'oppose pas les modèles, c'est pas le sujet. On veut pas rentrer dans cette querelle de clocher. Il y en a certains qui le font, mon modèle, il est mieux d'autres. Pourtant, nous, on l'a inventé, mais on l'a inventé parce qu'on voulait s'adresser aussi à une autre typologie de clients, une autre typologie d'investisseurs, favoriser aussi l'intégration de notions de vie, et cetera, et cetera. Mais on n'a pas cherché à opposer les modèles. Faut pas chercher à les opposer. Ils ont chacun leur histoire et ils cohabitent très bien. Et je pense que c'est tout à fait explicable à un client final, suivant la typologie, d'actifs et suivant l'historique des sociétés de gestion, par rapport à ce qu'on propose. Alors je trouve que la dynamique est bonne, chez Remake. Ça s'est vu, hein, je pense dans la collecte, vous étiez un des top collecteurs hein, de 2025. Parce qu'il y a cette confiance, parce que les fonds, ils sont bien déployés et je pense que les perspectives sont de ce niveau-là. Mais je ne sais pas si vous avez communiqué peut-être des perspectives là pour 2026. Tu parlais des expertises, d'actifs, donc tu as eu plus de 2 ce qui est déjà très bien, hein, dans ce contexte de marché. Oui, alors effectivement, ce qui est important, c'est d'avoir un prix de souscription qui soit proche de la valeur de reconstitution. C'est-à-dire de la valeur des pour pas diluer, les associés.
et ne pas non plus les reluer artificiellement, on est, au travers de prix qui sont décorrélés. Historiquement, il faut savoir, hein, que il y a une étude MSCI qui était sortie, l'an dernier, me semble-t-il, qui faisait le point de 10 ans de transactions, dans le monde en immobilier, d'entreprise, que ce soit chez les institutionnels ou dans les fonds retail, et on s'aperçoit que finalement entre les expertises et les prix de transaction des immeubles une fois qu'ils sont vendus, il y a un écart en valeur absolue de l'ordre de 10. C'est-à-dire que, c'est, finalement, c'est le prix à payer pour le non-coté. On pense que ça vaut tant, mais, quand on le met dans le marché, on sait jamais véritablement combien ça vaut. Donc de toute façon, il faut pas non plus être très obsédé par ces histoires de valeur de part et cetera. Il faut plutôt s'intéresser, me semble-t-il, aux revenus parce que on peut être déçu, heu, positivement ou négativement d'ailleurs, dans les 2 sens, sur les prix de cession lorsqu'on vend un immeuble parce que, bah, c'est pas un art exact, hein, une expertise. Quand Mmh. tu travailles en société de gestion, tu l'as fait, Clément, tu as déjà valorisé un immeuble et que tu as fait ta valo, bah, c'est pas simple et on peut objectiver sa valeur, mais on sait pas si oui ou non, c'est cette valeur que le marché va retenir. Donc faut rester un petit peu humble là-dessus, me semble-t-il. Donc bon, nous, on est très, très prudents sur les valeurs. On y travaille bien sûr, mais on reste assez prudent. C'est Ouais, c'est vrai que ça reste des hypothèses et souvent tu te rends compte qu'il y a souvent des écarts et pas des moindres entre, les hypothèses et le vrai prix de marché entre, un acheteur et un acquéreur, quoi. Bien sûr, bien Mmh. sûr. Est-ce que vous voyez, un risque pour 2026 sur le marché immobilier ou une opportunité justement? Alors, évidemment, c'est les anticipations de taux, c'est-à-dire qu'on a tous été, me semble-t-il, agréablement surpris finalement par l'année 2025. On pensait que les taux allaient baisser alors qu'ils se sont maintenus. Donc, bon, on pourrait penser qu'en 2026, les taux pourraient commencer à baisser, notamment sur le UK. Si les taux baissent au UK, je pense que ça va être assez intéressant de suivre la dynamique et de voir si oui ou non l'Europe derrière enchaîne par une baisse de taux, qui se répercuterait sur la valeur des immeubles pour essayer de pas avoir trop d'écart, en termes d'attractivité, sur ces 2 là. Ça faut savoir que, historiquement, quand les taux, directeurs baissent, normalement les taux longs baissent un peu, sauf sinon il y a des phénomènes de pontification qui s'accentuent, et quand les taux longs baissent, ça impacte la valeur des immeubles positivement puisque, quand les investisseurs ont des attentes de rendement plus faibles, les valeurs d'actifs, augmentent. Mmh. Donc aujourd'hui, nous, on considère que on a de la chance parce qu'on a un stock qui est rentré à un bon moment. Il y a plusieurs opportunités, il y a trois options. Première option, les taux montent. C'est pas ce qu'on retient, mais on pourrait l'imaginer. Si les taux montent, c'est les acteurs qui sont rentrés en 2025 qui vont mieux s'en sortir parce qu'ils auront moins de stock acheté sur les millésimes précédents. Si les taux se maintiennent, les acteurs, qui sont rentrés depuis 2022 jusqu'à présent vont continuer à délivrer des performances relativement élevées sous, réserve de pas abuser des effets de délai de jouissance. Et puis si les taux baissent, bah là, les acteurs qui ont du stock et qui étaient rentrés depuis 2022 vont être en mesure d'aller chercher des plus-values, pour pouvoir augmenter ou en tout cas maintenir leur distribution au travers d'une distribution de plus-value en complément du rendement courant. Donc c'est un peu les 3 scénarios, me semble-t-il, qui peut exister, sur les taux. Nous, on fait le pari, allez, bon allez, je m'engage, de toute façon, ça nous on fait de taux flat, sur l'Europe et de taux qui baissent sur le UK. En fin d'année. C'est notre scénario. OK. Après on En tout cas, les banquiers, centraux, seront au cœur de 2026 et avec le nouveau c'est clair, banquier central aux États-Unis, qui est assez copain avec, Trump, on va voir, ce que ça va donner là-bas. c'est clair. Mmh. Merci David. On le rappelle, un remake du coup, c'est accessible en direct, via assurance vie, c'est accessible, via des crédits aussi. Via nos partenaires avec le cabinet Parclear. N'hésitez pas à nous contacter, Remake UK aussi, pareil. Faites-vous toujours accompagner sur ce type de Ah oui, produit. On le rappelle, c'est des placements de long terme avec des risques. On en a parlé, donc c'est très important. Merci à nos et auditeurs. faites-vous accompagner par des professionnels, ça coûte pas plus cher. Donc allez-y. Exactement, ouais. Merci de le souligner. Mmh. Puis merci de nous avoir écoutés, pour ce nouveau podcast, SCPI sans fil. Merci David pour, ta Bah, participation. merci Merci à vous 2 pour Alexandre. ces échanges. Avec grand plaisir. À la prochaine pour le prochain À épisode. bientôt. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.